D'emblée, je ne pense pas qu'on puisse parler d'incompétence de la part du consortium KPMO, consortium local. Ils ont géré déjà cette plateforme, le terminal polyvalent de Kribi, avec les résultats qui sont les leurs. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre ça sur le compte de l'incompétence, a priori. Mon avis, c'est qu'en fait, ils ont été éliminés, et d'autant plus qu'ils ont postulé, hein, ça il faut le dire. Ils ont postulé, ils n'ont pas été retenus. À mon avis, je crois qu'ils étaient handicapés par deux choses, deux éléments. Le premier élément, bien sûr, c'était une disposition à l'intérieur, bien sûr, de la vie, de manifestation d'intérêt, qui constitue en quelque sorte le cahier de charge. Ce premier élément est lié éventuellement à la présence sur plusieurs plateformes portuaires. Et ils étaient handicapés de ce point de vue parce que jusqu'à preuve du contraire, n'oublions pas que c'est un consortium assez jeune, et jusqu'à preuve du contraire, ils n'avaient que Kribi qu'ils géraient. Alors, je crois savoir, si mon souvenir est exact, je crois savoir qu'il fallait justifier au moins d'une présence en termes de gestion, d'une présence au moins dans 4 ports dans le monde pour pouvoir postuler. Et forcément, ils étaient handicapés, d'autant plus que la plupart des acteurs avec qui ils étaient en concurrence étaient sur plusieurs ports de par le monde. Donc, je crois que de ce point de vue, ils étaient déjà mal partis, bien qu'ils aient postulé effectivement à ce challenge-là. Je ne sais pas s'ils ont tenu compte effectivement de cet élément, mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Peut-être qu'effectivement, ils ont vu cet élément-là, ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, peut-être que les autorités camerounaises mettraient en avant peut-être la préférence nationale le mois venu. Mais je crois que le plus gros défaut auquel ils ont été confrontés, la plus grosse contrainte, je crois que c'est notamment la capacité financière. Je n'ai pas les détails de ce qu'il fallait réunir en termes de capacité financière pour pouvoir postuler, mais il va sans dire que je regrette. C'est quand même un consortium camerounais de 9 acteurs locaux, pour la plupart présents à Douala, mais à l'échelle effectivement de la gestion des ports, face à des mastodontes comme par exemple les Philippins, les Sud-Africains, les Belges et autres qui ont postulé éventuellement pour la gestion de ce terminal, de cette plateforme portuaire, je crois qu'il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. À mon avis, ce sont les deux éléments qui certainement ont concouru à ce qu'effectivement, ils ne puissent pas remporter effectivement cet avis à manifestation d'intérêt. L'intérêt, peut-être on ne le perçoit pas tout de suite, mais il y avait nécessité. N'oubliez jamais que Douala n'est qu'un port d'estuaire, donc qui n'est pas branché directement sur la mer. Ce qui fait que je crois que la bouée de base se trouve, je crois, à près de 25 km au moins, si mes chiffres sont exacts, de 25 km au moins du port. Alors forcément, ça n'accueille pas un certain type de bateaux, notamment en termes de capacité. Pourquoi? Parce que le tirant, effectivement, est très faible. Je crois qu'à Kribi, on est à 15 mètres, alors qu'à Douala, on est à peine, je crois, à 6 ou 7 mètres. Donc, ce qui fait que, en termes de compétitivité, par rapport à la concurrence, ça posait quand même un problème. Le Cameroun était handicapé par rapport à cela. Mais il fallait à tout prix donc que le Cameroun se dote d'un port en eau profonde. D'autant plus qu'il envisage aussi dans un second temps d'avoir un certain nombre d'ambitions sur le plan portuaire. On parle d'un certain nombre de terminaux spécialisés, on parle du terminal minéralier, on parle du terminal notamment des hydrocarbures, qui forcément sont des matières dont le transport requiert effectivement des bateaux de plus grande capacité. Mais au-delà de ça, je crois que le gouvernement camerounais tenait aussi effectivement à ce qu'effectivement des ports de grande capacité puissent accoster directement et décharger sur la côte camerounaise. D'où l'intérêt effectivement de Kribi, même si l'intérêt beaucoup plus est lié effectivement à la spécialisation de Kribi par rapport aux hydrocarbures, aux minéraux et autres qui pourront être exploités, même si actuellement ces projets sont plus ou moins en berne. Donc voilà un peu l'intérêt effectivement de ce port.
Alors, je n'ai pas eu les chiffres vraiment en tête, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, et c'est d'ailleurs compréhensible, pour le moment, nous sommes en dessous un peu des performances ou bien des attentes. N'oubliez pas, en fait, il y a de cela 7 ou 8 mois, quand j'ai interviewé le directeur général du port autonome de Kribi, il estimait qu'effectivement, ils entraient en pleine capacité au bout de la 3e ou 4e année d'exploitation. Or, là, en ce moment, je crois que nous sommes à peine à la 2e année, donc ce qui fait qu'il y a encore de la marge de ce point de vue. Donc, effectivement, le port, pour le moment, on ne peut pas encore dire que le port de Kribi ait atteint sa vitesse de croisière. D'autant que, même si effectivement le trafic est en hausse, le port est confronté à un certain nombre de limites, des contraintes structurelles, vraiment qui, pour le moment, affectent beaucoup sa compétitivité. Le premier de ces facteurs contraignants, c'est bien sûr les voies de desserte. Comme les spécialistes du secteur portuaire disent toujours, un port n'est pas un lieu de stockage, c'est un lieu de flux. On décharge, on évacue. Mais malheureusement, et c'est ce qui justement a souvent provoqué notamment à Douala des congestions, c'est parce qu'effectivement, on n'arrivait pas à faire une plateforme de flux tendu, ce qui fait qu'on arrivait à stocker des conteneurs, et effectivement, ça créait la congestion. Le problème alors, c'est qu'il faut à tout prix que ce port, pour qu'il soit compétitif, il faut qu'effectivement les voies de desserte soient disponibles. Or, c'est reconnu dans le monde, la principale voie de desserte pour un port, c'est le rail. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, aucune ligne ferroviaire n'est reliée au port de Kribi. Vous doutez bien que si vous prenez par exemple un camion qui peut tirer peut-être 2 conteneurs en moyenne, un train à lui tout seul peut vous tirer peut-être 20 à 30 conteneurs. Vous voyez un peu la différence en termes d'évacuation effectivement des marchandises. Donc il faut à tout prix le rail, à tout prix, pour que ce port soit compétitif. Mais le rail, ça vous prend quoi? Si on se met à construire, ça vous prend, je crois, 4 ou 5 ans au moins. La deuxième voie, quand même, qui à court terme ou à court et moyen terme, elle peut être disponible et qui est souhaitable, bien sûr, c'est qu'il faut à tout prix qu'on finalise l'autoroute qui dessert ce port. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la route Edé à Kribi n'a jamais été calibrée au moment de sa construction pour justement ce trafic conteneur et ce trafic marchandises de grande capacité. C'est pour ça que beaucoup estiment qu'en moins d'un an, en 2 ou 3 ans d'exploitation, vis-à-vis du port, forcément, cette route sera complètement détruite. Donc, il faut à tout prix qu'au moins l'autoroute soit mise en route. Ça, effectivement, c'est la première contrainte, les voies de desserte. La deuxième contrainte, effectivement, à laquelle est confronté le port, c'est que malheureusement, le port ne dispose pas encore d'une zone logistique suffisamment étendue pour pouvoir permettre effectivement qu'on stocke suffisamment de marchandises. Et je crois qu'à ce moment, on est encore en train de construire des entrepôts. Ça pose quand même un problème. Ça fait 2 ans que ce port est en exploitation. On accuse un retard par rapport effectivement à la construction des entrepôts où on doit stocker les marchandises qui arrivent afin d'évacuer la plateforme qui est adossée directement au bateau. Donc, il y a un risque effectivement de congestion parce qu'effectivement, il n'y a pas en arrière, il n'y a pas effectivement cette zone logistique de stockage. On construit des bateaux, il faut aménager d'autres plateformes à l'air libre pour pouvoir stocker éventuellement les conteneurs qu'on sortirait effectivement des bateaux. Donc, voilà la deuxième grosse contrainte à laquelle jusqu'à présent est confronté effectivement le port de Kribi. La troisième, même si elle est en train d'être résolue progressivement, c'est qu'effectivement, et là on en reviendra peut-être plus tard, c'est par rapport effectivement à la zone industrialo-portuaire. Pour effectivement arriver à une zone industrialo-portuaire, effectivement, il faut un aménagement. Pour faire cet aménagement, les préalables sont effectivement, il faut amener du courant, il faut amener de l'eau, il faut amener la fibre optique pour les télécoms, pour qu'il y ait de la fluidité et autres. C'est autant de choses. Bon, là, c'est encore en train d'être remédié progressivement, mais je dis, tant que le port de Kribi ne va pas résoudre, ou tout au moins apporter des solutions aux 2 principales contraintes, que sont les voies de desserte et surtout l'aménagement de la zone logistique, de mon point de vue, il ne sera pas temps de parler de la compétitivité du port de Kribi. Alors, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait forcément une grande visibilité. Il y a des choses qui se font. Vous savez que nous sommes à la phase 2.
en fait, tout au moins, on est censé entamer la phase 2, qui va coûter aussi près de 400 milliards de francs CFA, je crois 973 millions de dollars. Là, il s'agit d'une extension. Mais ça, c'est la partie port. Maintenant, il y a la partie, justement, comme on parle d'un complexe industrialo-portuaire. Et il y a effectivement la partie, donc maintenant, l'aire industrielle, qui est adossée effectivement au port. Et là aussi, effectivement, il y a une contrainte à laquelle est confronté effectivement le port de Kribi. C'est que sur la partie effectivement industrialo-portuaire, surtout industrielle, c'est qu'il faut aménager des espaces. C'est comme par exemple en matière de logement. Pour qu'effectivement on construise notamment des logements sociaux, il faut bien que la mairie aménage au moins les terrains. Effectivement, et apporte effectivement ces différentes commodités qu'il faut pour qu'effectivement on commence à construire. Donc, il y a une forêt qu'il faut aménager, donc il faut abattre des arbres, il faut rembler le terrain et ainsi de suite. Ça implique des investissements. Des investissements dont on n'est pas certain qu'à l'état actuel des choses, le port autonome de Kribi, qui est quand même une société encore jeune, je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens en ce moment, ou tout au moins qu'elle soit en mesure de mobiliser suffisamment d'investissements à l'heure actuelle pour pouvoir aménager effectivement cette partie industrielle du port, tout au moins le site. Et ce à quoi elle recourt en ce moment, c'est quoi? C'est en quelque sorte de s'associer à des privés. Si vous avez par exemple une usine que vous projetez de construire dans le port, on vous alloue peut-être une surface, entre autres choses, même si vous n'aviez pas prévu ce coût dès le départ, vous avez peut-être prévu que le coût de la construction de l'usine, vous êtes obligé, par exemple, d'intégrer de nouveaux coûts, par exemple, en termes d'aménagement de l'espace sur lequel vous allez devoir poser votre usine. Voilà un peu le type d'aménagement auquel s'astreint pour le moment le port autonome de Kribi, en attendant de pouvoir trouver effectivement des moyens conséquents pour pouvoir effectivement faire les aménagements du site et abattre effectivement, faire place nette par rapport à cette forêt. Donc, de ce point de vue, ça va très lentement. Je crois que ce jour, on parle de quoi? De 9 projets à peu près, des usines de transformation de cacao, des usines de montage des appareils électroménagers. Il y a Tractafit qui est en train d'aménager effectivement aussi une usine. Ça va très lentement. Mais il y a au moins une dynamique qui est déjà enclenchée, mais je pense que là aussi, il y a nécessité d'avoir un bon coup de pouce de la part de l'État en termes financiers pour donner suffisamment de moyens effectivement au port autonome de Kribi, d'attirer davantage d'entreprises effectivement sur la partie effectivement industrielle afin que les usines puissent effectivement s'implanter. Parce que je discutais avec des responsables du port autonome, certains me disaient que oui, des investisseurs arrivent, sauf qu'ils disent que oui, nous sommes intéressés, on veut construire une usine à côté du port pour pouvoir évacuer rapidement à l'export nos marchandises. On leur dit oui, ben voilà le terrain. Sauf qu'ils voient quoi? Ils voient la forêt. Or, ils s'attendaient à voir peut-être un terrain déjà aménagé pour qu'ils entament les travaux. Donc, vous voyez qu'il y a des préalables effectivement qu'il faille surmonter pour qu'effectivement cette place portuaire puisse effectivement donner toute la mesure de son potentiel. Et en plus de cela, et ça je termine par là en faisant peut-être une comparaison aussi avec Douala, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment peut-être des usines qui s'installent là est aussi lié à quoi? L'avantage de Douala actuellement sur Kribi, c'est quoi? C'est que Douala est adossé sur une ville. Le port de Douala est adossé sur une ville. Avec une demande. Là, vous avez 3,5 millions de personnes, vous avez plein d'unités industrielles. Donc forcément, de ce point de vue, Douala a encore de beaux jours devant lui à cause de cette ville-là qui est sa demande immédiate. Ce qui n'est pas le cas de Kribi. On parle d'une ville de 400 000, je crois, habitants aux environs de 2040, mais 2040, ça fait quand même 20 ans. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà un peu ce à quoi on est confronté. Donc les choses se mettent progressivement en place, mais bon, il ne faut pas espérer grand-chose à court et moyen terme.